Bonjour, bienvenue à la première diffusion de webinaire sur la plateforme autosphère.ca. Nouvelle technologie, nouveau médium, désolé du petit délai. La haute technologie, il faut se l'approprier, il faut la maîtriser. Ça tombe bien parce qu'on va en parler tout à l'heure durant le webinaire. Je me présente, Michel Beaunoyer, je suis rédacteur en chef principal pour les publications de Rousseau Communication Automobile. Puisque nous en sommes à la première diffusion d'un webinaire, on voulait inviter une personnalité du secteur de l'automobile pour venir nous parler de deux sujets principaux, les voitures électriques et leur arrivée sur le marché secondaire et la question du taux horaire. Je vais vous le présenter, même si dans l'industrie, il n'y a pas besoin de présentation, notre ami Pierre Baudouin. Je vous remercie beaucoup, Pierre, de participer à cet événement-là avec nous aujourd'hui. Pierre, je vous le rappelle, a travaillé 43 ans dans le secteur technique. Oui, chez CA Québec. Chez CA Québec. Récemment retraité, mais encore très actif, très informé du secteur automobile. En prévision du webinaire, il a passé de longues heures à éplucher des tonnes de documents. Je te remercie de ton haut niveau de préparation. Et il a même fait le sacrifice des pentes de ski pour venir se joindre à nous aujourd'hui. Oui, malgré tout. C'est bon. Le premier sujet dont on voulait parler, c'était de faire un petit peu le point, un état de la situation sur tout ce qui entoure véhicules électriques, hybrides, rechargeables ou non. La question qu'on entend souvent venant de notre secteur, de l'après-marché, c'est bon, est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est pour une image corporative? Est-ce que ça vaut la peine de s'y intéresser? Moi, je crois que oui, puis j'y suis convaincu. Écoutez, on dit aux États-Unis, dans certains États, que c'est un marché niche. Par contre, on n'a pas les mêmes conditions externes. Le coût du carburant là-bas est bas et le coût de l'électricité est élevé. Contrairement à nous, le Québec est une terre d'accueil très favorable. Notre électricité est verte. Notre électricité est à bas prix par rapport à beaucoup d'autres endroits en Amérique et l'essence est élevée. Donc, le ratio est favorable à l'acquisition de voitures électriques. Oui. Dans une politique d'autonomie énergétique, moins de pétrole, plus d'électricité, donc c'est une logique qui s'applique. Il y a toute la question, évidemment, de la complicité du gouvernement dans ce projet-là, c'est-à-dire que, bon, il y a des subventions, qui est un incitatif à développer cette branche-là. Qu'est-ce qu'il y en est? Écoutez, notre gouvernement a comme objectif de compter sur les routes 100 000 véhicules en 2020, puis la politique énergétique de notre gouvernement établit à 1 million de véhicules sur nos routes en 2030. Donc, ce n'est pas là pour... ce n'est pas un feu de paille. Là. Vraiment, des voitures électriques, on va en avoir de plus en plus. C'est une volonté. Et surtout quand on regarde ce qui se fait dans d'autres pays européens, surtout la France, le Royaume-Uni et même la Chine, la Norvège, on parle d'interdire la vente de voitures à combustion interne, diesel, essence, en 2030 et en 2040. Donc, on a des mesures ici qui sont incitatives. Par contre, là-bas, on a des mesures qui vont être beaucoup plus rigoureuses. Oui. Il y a aussi toute la question qui se pose souvent, à savoir, il y a de l'attente. On dirait que les constructeurs ne sautent pas dans la vague. Il y a beaucoup de gens qui doivent attendre des semaines, sinon des mois avant d'avoir leur véhicule. On avait des listes d'attente. D'ailleurs, on compte au Québec, on compte en décembre, plus de 22 000 véhicules sur les routes du Québec. Et on parle d'un parc là, qui est jeune parce qu'on a commencé à avoir des voitures électriques il y a 7 ans, des voitures hybrides il y a 12 ans. Et pour atteindre les objectifs d'1 million de véhicules, bien, il y a des incitatifs intéressants à l'achat, il y a des incitatifs intéressants pour les bornes de recharge. Puis, on a aussi une infrastructure qui a grandi. On compte maintenant 1 359 bornes de recharge du circuit électrique d'Hydro-Québec. Oui. On en compte 111 bornes de recharge rapide en courant continu, donc de 400 volts et plus. Donc, la structure suit l'évolution du parc. Puis on est heureux de le constater. Par contre, l'Association des véhicules automobiles du Québec a fait une pétition récemment. On a déposé plusieurs milliers de signatures, plus d'11 000, je crois, la semaine dernière. Donc, on veut avoir 2000 bornes de recharge rapide au Québec. Puis je le sais qu'il y a une volonté du gouvernement de bien servir les consommateurs propriétaires de véhicules électriques. Oui. C'est 80 000 de la borne recharge rapide, c'est beaucoup d'argent. On va devoir y aller avec les moyens de nos gouvernements puis du Québec, mais dites-vous une chose, avec l'ALENA, l'électricité qu'on acquiert pour rouler,
est investi au Québec. Donc, c'est intéressant de se dire, c'est un point qui me plaît beaucoup, l'argent va rester au Québec. Oui. Il y a aussi le fait qu'on parle souvent de l'autonomie du véhicule. Oui. Là, la technologie fait qu'à chaque année, les constructeurs trouvent des solutions, des piles plus performantes. Exact. Donc, graduellement, la question de l'autonomie, au-delà des bornes de recharge, va commencer à s'estomper aussi. Là. Ce qui va améliorer la popularité des voitures électriques, on parle d'autonomie qui est en constante amélioration. Le prix des véhicules qui va éventuellement baisser avec des piles qui vont être plus performantes. La structure de recharge au Québec est de plus en plus présente. Puis si vous vous rappelez au tout début, il y avait eu beaucoup de mauvaise presse pour dire que les bornes de recharge ne sont pas utilisés, Oui. bien, regardez, aujourd'hui, on en requiert d'autres. Oui. Et il y a 3 autres ou 4 autres réseaux additionnels au circuit électrique. C'est une question d'offre et demande. C'est sûr que si les gens ont dans la tête qu'il n'y a pas de borne pour recharger le véhicule, ils vont dire, bien, ça m'intéresse moins comme option. Effectivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir au niveau du marché, de nos marchés à nous, marché secondaire au niveau de la mécanique. On doit s'y intéresser? Est-ce que c'est souvent perçu comme une technologie très complexe et aussi très nichée? Les volumes ne sont pas encore là. Malgré qu'on a uniquement 22 000 véhicules sur le route du Québec, mais uniquement, c'est quand même impressionnant compte tenu de la croissance. Puis, comme les ventes ont pratiquement doublé en période où on avait des listes d'attente, bien moi, je me dis, avec la nouvelle norme qui vient d'être en fonction depuis le 11 janvier, je crois, la norme véhicule zéro émission, VZE, puis on peut aussi rajouter véhicule à faible émission à cette norme. Ça va obliger les manufacturiers à investir dans l'accès aux voitures électriques parce qu'eux vont devoir acquérir des crédits à la vente de certains modèles. Oui. Donc, pour ne pas être pénalisés davantage financièrement, bien, ils ont intérêt à suivre la norme. Oui. Et le Québec est la première province à adopter une norme véhicule zéro émission. Donc, ça va donner un impact important, tant qu'à moi, dans l'accessibilité des voitures électriques. C'est bon. Marché secondaire. Oui. Nouvelle technologie qui rentre dans l'atelier. Oui. C'est drôle, avant la diffusion, on a discuté longtemps de comment est-ce que le secteur de marché secondaire de l'automobile est en mesure d'absorber ces technologies-là. On a parlé de la révolution de l'injection des moteurs à injection électronique qui faisait craindre à plusieurs ateliers de ne plus être en mesure de réparer ces voitures-là. Il y a eu l'avènement des freins ABS. Est-ce que tu vois que c'est un peu le même genre de défi? Écoutez, quand j'ai pris ma retraite il y a 12 mois, si vous m'aviez demandé quelle est l'embûche pour le marché secondaire, j'aurais pensé technologie. Puis aujourd'hui, je vais plutôt pencher vers la main-d'œuvre, rareté de la main-d'œuvre, parce que j'ai fait un petit retour en arrière. Vous savez, en 1980, très peu d'entreprises réparaient des voitures à injection. On n'avait pas encore beaucoup de voitures dotées d'ordinateurs embarqués, système OBD, et on n'avait presque pas d'électronique dans les voitures. Les techniciens ont dû se familiariser avec la loi d'Ohm, l'électronique, les transistors, les thyristors, peu importe, les diodes Zener, pour arriver à réparer ces voitures-là, appliquer les lois d'Ohm, les lois électriques, le câblage électrique avec de nouveaux types de conduits électriques, de câblage. Donc, on a passé à travers. Puis, je pense que l'industrie a grandi. Puis aujourd'hui, bien, qui ne travaille pas ces voitures-là avec les ordinateurs embarqués, plus de voitures? Puis les voitures électriques, c'est quand même, si je parle de voitures entièrement électriques, c'est quand même simple comme mécanique. Même d'après moi, ça va être plus simple dans le futur que dans le présent. Oui. Parce que tu disais, bon, il y a une réduction du nombre de pièces. Peut-être à remplacer, à réparer, mais n'en demeure pas moins, surtout les voitures hybrides, tu as les deux systèmes. Tu as encore les freins, tu as encore un système électrique, évidemment. Tu as le moteur à combustion entretenu, les changements d'huile, les freins et tout ça. Donc, même la voiture hybride, ça représente un potentiel. Oui, puis dans les 22 000 véhicules, c'est important de se rappeler qu'il y a 54 de ces voitures-là que ce sont des hybrides rechargeables dans les voitures électriques, des 22 000. Puis il y en a 46 que ce sont des vraies voitures électriques. Donc, on coupe déjà en deux ces 22 000-là, puis on a encore une possibilité de bien entretenir des voitures hybrides rechargeables. Donc, vous avez un moteur à combustion, vous avez tout le système électrique, vous avez une suspension de direction pneumatique. On fait aussi des accrochages avec ces voitures-là, donc l'esthétique, la carrosserie, tout est toujours présent. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un défi technique qui est un challenge pour la nouvelle génération de techniciens. Je regardais, on passe beaucoup de temps en atelier pour la revue Garagiste, les analyseurs, les diagnostics électroniques,
des modules. Et là, on rajoute les voitures hybrides, les voitures électriques. Ça peut être quelque chose qui peut être stimulant pour la nouvelle génération qui rentre en atelier, qui est plus techno, là. Les jeunes générations sont nés avec des ordinateurs dans les mains. Donc, l'électronique pour eux, les ordinateurs pour eux, le numérique pour eux, c'est familier. Oui. Il y a une image qu'on vient de mettre. J'aimerais que tu me parles un peu de cette image-là parce que pour moi, elle est très éloquente. Bon, bien, écoutez, comme c'est un atelier, un généraliste de sellerie, Sainte-Foy, le garage Éric Lessard, le centre d'automobile sellerie. Puis, je pense que, voyez-vous, on s'annonce comme étant familier avec ces voitures-là. C'est un établissement qui se donne un peu, qui peut être pris comme exemple pour justement se tenir au courant, avoir des outils pour justement informer ses employés. On utilise des voitures électriques pour accompagner la clientèle. Oui. On a plusieurs Prius dans la cour pour servir les clients. Donc, on est familier, puis on a un panneau d'information, une publicité roulante lorsqu'on va reconduire les clients, disant chez nous, on est déjà familier. Oui. Puis je suis quand même aussi surpris de voir qu'il y a certains garagistes indépendants qui sont aussi très avancés en technologie de véhicules électriques. Oui. Ce sont c'est des autos électriques didactes, tiens, parce que ces gens-là sont capables d'aller chercher de la formation via l'Internet, les accès aux États-Unis de formation. Puis ça m'impressionne parce qu'il y en a qui sont vraiment rendus loin, qui devancent nos attentes. Puis moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, dans cette approche-là, c'est qu'on affiche qu'on est capable de réparer des voitures électriques, entretenir des voitures hybrides. Dans le parc automobile, tu peux avoir la voiture hybride, mais la voiture familiale sera toujours à combustion. Le message que ça envoie, c'est de dire, écoute, notre technologie, on est là. Fait que ta voiture, là, on est capable de la réparer. Ta voiture conventionnelle, ta minivan, on est rendu là. C'est un beau message quand on parle de redorer l'image de l'industrie, de dire, wow, on reste à jour. C'est ça. Puis il y a une question économie aussi, une question d'image corporative. Comme tu dis, les voitures, des fois, je vois des grossistes qui ont des voitures électriques des véhicules électriques pour livraison de pièces, des voitures de restaurant. Et ça passe aussi, comment je peux dire, un consommateur qui a la chance d'essayer une voiture électrique parce que c'est une voiture de courtoisie, son prochain véhicule, bien, il va peut-être se dire, bien, tiens, je l'ai essayé, j'ai aimé ça. Effectivement. C'est bon. Puis, vous savez, les jeunes d'aujourd'hui sont très sensibles au respect de l'environnement et vous venez de gagner des points au niveau de cette clientèle-là. Évidemment, tout ça implique, si on voit justement la voiture là, de courtoisie dont on parlait tout à l'heure, ça demande d'investissement, ce qui m'amène au prochain sujet, la question des taux horaires. Oui. On entend beaucoup parler de la compétition au niveau des prix, de dire si j'augmente mon tarif, je vais perdre des gens, si mon tarif n'est pas assez haut, je n'aurai pas les moyens de financer mes choses, il faut que je rivalise avec le concessionnaire, il faut que je rivalise avec mon concurrent qui est au bord de la rue. C'est quoi l'état de la situation? Souvent, ce qui m'attriste, je rencontre des garagistes qui me disent, bien moi, dans mon coin, je ne peux pas augmenter mes tarifs parce que le petit atelier proche de chez moi a des tarifs qui sont très, très bas. Oui. Moi, je regrette, là, mais ces petits ateliers, il y en a plusieurs qui vont mourir dans les prochaines années parce que par manque de compétences, puis on n'a pas suivi les nouvelles technologies. Vous savez, si je donne l'exemple d'un restaurateur que je fréquente récemment, lui a ouvert un petit restaurant où on a un service très personnalisé, un petit peu comme les établissements du marché secondaire. On connaît nos clients, on veut leur offrir une expérience intéressante, une excellente carte, de la très bonne nourriture. On part de là avec une facture qui est comparable aux plus grands restaurateurs. Donc, ça coûte cher, mais comme on est heureux, la bonne expérience qu'on résume de notre présence, bien, ça nous fait tout oublier. Oui. C'est la même chose lorsqu'on fréquente un hôtel de qualité avec une facture de 250 $, mais qu'on a eu un bon service, on ne se rappelle pas. Exactement. Mais si on a eu une mauvaise expérience dans un commerce, peu importe le prix, on en garde un mauvais souvenir. Et c'est très important, c'est le nerf de la guerre, c'est la qualité des services. Puis quand je dis qualité des services, c'est la qualité des installations, des équipements, de l'environnement aussi de plus en plus. Surtout les gens qui viennent avec une voiture récente puis qui ont connu l'expérience concessionnaire, d'aller dans un atelier du marché secondaire, ils ne doivent pas nécessairement revivre la même chose, mais ils s'attendent quand même à un minimum d'accueil, de courtoisie, de confort. Donc, quand on parle du taux horaire,
ça implique beaucoup de choses, dans le sens que c'est l'eau qui fait tourner le moulin. Il y a plusieurs sujets dont on parlait tout à l'heure en préparation. Avec un taux horaire qui n'est pas suffisant, au niveau de la formation, c'est névralgique. Et puis, une des réalités aussi des ateliers du marché secondaire, ils sont multimarques. Ils ne réparent pas qu'une marque. Écoutez, je vais vous donner un petit peu un parallèle. Moi, j'ai fréquenté 2 établissements, un pour le véhicule de ma conjointe. J'étais sur le concessionnaire à 127,50 $. Ce n'est pas une critique du tarif horaire que je fais. Puis j'ai fréquenté un établissement proche de ma résidence, service personnalisé, proximité, à 86,95 $. Par contre, j'avais la même qualité d'ensemble, les installations de première classe, le personnel courtois, bien formé, parce que je sais que ces gens-là réparent des voitures européennes, salle d'attente impeccable, réparent les multimarques, puis un service très personnalisé. On connaît mon véhicule et on me traite comme si on réparait leur propre véhicule à eux. Donc, je suis sorti de là aussi emballé que mon expérience chez les plus grands. Oui. Donc, à 86,95 $, pourquoi je ne serais pas un peu plus élevé? Je vais être toujours très, très compétitif à 95 $ par exemple. Ça mérite 95 $, ce genre d'atelier-là. Puis on en a au Québec qui ont déjà rapproché, et même qui sont supérieurs à cela. Et ils sont 2 semaines d'attente. Parce que vous savez, le parc grandit. Puis, dans la revue Le Garagiste du mois de mars, je voyais qu'il y a 30 des établissements de services du marché secondaire qui seraient disparus dans les 6 dernières années. C'est un chiffre que je n'avais pas il y a quelques jours et ça me fait comprendre qu'il y a beaucoup d'établissements qui disparaissent parce qu'ils ne sont plus capables de vivre. Mais... Puis, ce que les gens veulent, puis ce que le consommateur veut aussi, c'est le lien de confiance. Je te donnais tantôt, Pierre, l'exemple, un atelier près de chez moi. Tu as un tableau d'honneur avec tous les diplômes, certificats de formation du personnel et à côté, tu as le taux horaire qui est affiché. Je dis, bien, c'est intéressant, pourquoi tu as mis ça là? Ils disent, bien, c'est parce que si les gens me disent, mon Dieu, ton taux horaire, c'est bien élevé, ils montent le mur de. Ils disent, regarde, le taux horaire me permet de former mes gens pour pouvoir réparer ta voiture dans les règles de l'art. Et habituellement, c'est la fin de la discussion. Puis, pour revenir à ton anecdote puis ton comparatif avec la restauration, si l'expérience est bonne, le taux horaire ne sera pas dans la discussion. Moi, là, je peux faire examiner mon cœur par un petit médecin de quartier avec son stéthoscope ou je peux aller à l'hôpital Laval, passer un tapis roulant puis me faire brancher de partout. On fait le même travail, on vérifie mon cœur, mais on n'a pas la même compétence puis on n'a pas les mêmes équipements. C'est pareil dans la réparation automobile. On doit investir pour donner de la qualité, des équipements. Puis vous savez ce que le consommateur recherche? C'est lorsqu'il paye sur le bouton pour démarrer sa voiture, c'est que ça démarre au premier coup. Il veut avoir sa voiture bien réparée à première visite. Exact. Donc, si vous manquez de compétences parce qu'on n'a pas la formation, vous avez des retours sur réparation, vous commencez déjà à signer votre arrêt de mort à long terme. Oui, oui, tout à fait. C'est très intéressant. Les gestionnaires d'ateliers, ils devraient être vigilants sur quel point pour établir leur taux horaire. Je vais donner une petite piste de réflexion. Je suis allé dans un atelier récemment, établi depuis longtemps. Et il me dit, mais moi, mon bâtiment, évidemment, est payé depuis une génération presque, mais je continue à me payer un loyer. Je me facture un loyer à tous les mois, ce qui me permet d'avoir rajouté 2 portes. Exact. Et de retravailler là, ma bannière, ou en fait, j'ai libéré de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai continué à verser un loyer à même mes dépenses. Il faut être prévoyant aussi. Écoutez, si moi je suis propriétaire d'un bloc appartement, puis qu'avec les années, mon amortissement décroît, puis que je me dis mon immeuble est payé, est-ce que je vais baisser mes loyers à clientèle? Bien, il y a beaucoup de petites organisations. Puis écoutez, c'est une erreur que moi j'ai fait au niveau comptable, même dans le passé. On se fie au solde dégressif, on se dit, bien, notre coût d'immeuble est presque amorti. Mais dans la vraie vie, si je déménage au bord de la rue, je vais avoir des loyers à avoir, puis mon coût de revient ne sera pas le même. On devrait considérer quand même qu'un équipement ou une bâtisse payée a une valeur, puis la considérer. Parce qu'aujourd'hui, justement, si on veut se comparer aux grands, puis grandir, puis améliorer nos installations pour toujours être
dans les leaders de l'industrie, bien, malheureusement, ça va prendre des budgets. Ouais. C'est avec de l'argent qu'on va faire de l'argent. Puis malheureusement, si moi, je ne considère pas mon loyer, puis je ne considère pas les investissements que je dois prévoir pour les équipements, vous savez, on est multimarques, des analyseurs contrôleurs, ça nous en prend des bons de qualité. Il faut avoir accès à l'information. On a des coûts pour la reprogrammation, peu importe. Vous savez, on a à investir. Puis, vous savez, la formation, ça ne se fait pas le soir avec les jeunes générations. Il faut le prévoir dans nos périodes. Puis, en période de pénurie de main-d'œuvre, souvent, ce qu'on entend dire, je ne peux pas envoyer mes gens en formation parce que je n'ai pas le temps, je manque de main-d'œuvre. Mais il faut la prévoir, il faut y prévoir des coûts. Puis, quand on compte tout, là, en plus aussi, les bénéfices marginaux qu'on peut offrir. Vous savez, les programmes de retraite volontaires, si on veut participer à cela, avoir des assurances collectives comparables, avoir un site Web qui présente notre organisation. Oui, vous l'avez mentionné, on voit encore beaucoup d'ateliers qui n'ont pas de site Web. Il faut penser à investir aussi là-dedans. Vous savez, la jeunesse, là, c'est pas avec votre adresse puis votre numéro de téléphone qu'ils vont aller chez vous appliquer. Ils vont vous connaître en validant vos installations sur votre site Web. Si vous n'avez pas de page carrière, vous êtes déjà un petit peu en retard. Puis aussi, est-ce que vous vendez bien sur votre page Web? Est-ce que vous n'allez pas investir pour bien présenter votre organisation puis présenter une équipe qui est heureuse de travailler chez vous? Oui. En passant, vous pouvez nous laisser des questions. On va répondre au fur et à mesure ou à la fin. Intéressant. Donc, on en parlait tout à l'heure aussi à micro fermé. Souvent, les gestionnaires d'ateliers ne sont pas nécessairement des gens qui ont de la formation en gestion. Donc, la planification des taux qui sont chargés aux clients demande aussi une préparation, là, une formation ou du moins un accompagnement. Là. Je sais que les réseaux offrent beaucoup de formations pour les techniciens, mais par contre, pour les gestionnaires... Vous savez, dans le marché, justement, dans certains établissements, il y a d'excellents gestionnaires. Des gens qui sont... J'en rencontre un récemment qui est venu avec moi en ski la semaine dernière, qui vient d'acheter un autre commerce. Donc, lui, il veut grandir, il est jeune, il veut grandir, puis il est avant-gardiste. Mais quand je regarde, puis je lui ai parlé beaucoup, toi, tes tarifs horaires, bien, je vois déjà qu'il y a très identifié les secteurs de coûts. Puis lorsqu'on a un tableau complet, bien, peut-être qu'on va se dire à 80 de l'heure, je ne suis pas tout à fait dans la parade. Absolument. On a ici une question, justement, des gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des études au niveau de tarification en atelier? Est-ce qu'il y a des... Ça varie de région en région, je présume, ou de la grosseur de l'atelier? Moi, je vais vous donner une réponse qui est assez intéressante. C'est au Québec qu'on est en le bas de la liste au niveau des tarifs au Canada. Presque dans le bas. Mais peut-être dans les maritimes qu'on est plus bas que nous, peu importe. Puis c'est au Québec. Lorsque moi, là, je parlais des ateliers qu'on avait au Québec, j'étais fier parce que savez-vous pourquoi? Je suis déjà allé visiter le siège social de GM, là, puis le concessionnaire le plus proche du siège social à l'époque n'était même pas comparable à nos beaux garages indépendants du Québec. On a les leaders au niveau des installations. On a des leaders au niveau des compétences. Quand vous regardez des études de l'APA qui ont été faites au Canada, c'est toujours le Québec qui s'en tire mieux au niveau des compétences. Donc, si on est très comparable aux autres au niveau des installations et supérieur même, et qu'on a de la compétence, bien moi, je me dis, on devrait avoir des tarifs qui sont au moins comparables aux autres provinces canadiennes. Parce que moi, je suis fier du réseau que j'ai côtoyé, puis je peux vous le dire, lorsqu'on se rendait aux États-Unis pour parler de notre réseau à nous, on était fiers parce que souvent, les organisations nous citaient comme exemple. Donc, si, vous savez, le Québec est avant-gardiste dans beaucoup de domaines, puis au niveau du réseau, on est avant-gardiste. Par contre, on traîne de la patte un peu au niveau du juste prix. Justement, CA Québec, je reviens à la question d'origine. Y a-t-il des études qui pourraient donner une idée un peu, au moins, de guider le gestionnaire, de dire, bien, voici là, les signaux là, à suivre sur ton entreprise pour établir ton taux horaire? Vous savez, le Comité sectoriel de la main-d'œuvre, CSMO, qui tient un sommet bientôt, a réalisé une étude là, qui date de, je crois, 2017.
Puis on a un aperçu là, d'un sondage fait au Québec. C'est un des outils là, qui m'a donné quand même beaucoup d'informations au cours des derniers mois. Oui. Et lorsqu'on en prend lecture, on voit qu'on a, vous savez, on a eu des textes dans les médias qu'on a dit là, au niveau de la main-d'œuvre, le réservoir est percé. Bien, il va falloir investir dans la main-d'œuvre parce que c'est un problème qui touche tous les acteurs de l'industrie. Vous savez, un concessionnaire qui va perdre un technicien, qui va quitter la fonction, ou un garagiste indépendant, il nous manque un mécanicien dans le service automobile. Puis, je tiens à vous le dire, on est rendu qu'on pige dans notre assiette pour venir chercher de la main-d'œuvre qualifiée à partir des autres industries. Intéressant, j'ai un monsieur Fournier ici qui pose justement une question dans cette direction-là. Il dit, est-ce que vous pensez que l'arrivée des nouvelles technologies va avoir l'effet d'attirer une nouvelle génération en atelier? Puis c'est drôle parce que, bon, des fois, quand il y a 2-3 générations dans le même atelier, il y en a un qui dit pourquoi le jeune est toujours sur l'ordinateur? Bien, il check les codes, là. Donc, il travaille. Mais est-ce que tu penses que ça va attirer, ça va intéresser la nouvelle génération? Si l'industrie, dans son ensemble, travaille à améliorer l'attraction, les outils qui vont permettre que notre attraction de la main-d'œuvre va être plus intéressante, oui, on va venir recueillir des passionnés de l'électronique, de la bureautique et de l'automobile. J'ai participé comme membre du comité de sélection de la bourse NAPA l'année passée, puis on a eu des jeunes qui ont appliqué les meilleurs, disons, de chaque école de formation. J'ai été impressionné de voir la qualité de la main-d'œuvre, la qualité des jeunes qui avaient appliqué à cela. Et je suis sorti souvent en me disant, après la sélection, j'avais une dizaine d'employés que j'ai vus devant mes yeux défiler, puis je les aurais tous engagés dans mon atelier. Donc, mettons-nous au parfum, au diapason de l'industrie actuelle avec les contraintes, puis je pense qu'on va être capable d'améliorer l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre. Fait que donc, nouvelle technologie, jeunesse, relève, c'est quelque chose qui peut être combiné là, au profit là, du marché secondaire. On va être envahi dans l'automobile par l'informatique. On l'est déjà, mais avec les voitures connectées, les voitures autonomes. Puis, donc, la télématique et la télématique, c'est ça. Écoutez, on a de la bureautique pratiquement dans les voitures présentement. Donc, je me dis, on s'en va vers... On a du matériel pour plusieurs webinaires à venir. Donc, on va rester occupé. J'ai une question ici de M. Bouchard. Je trouve ça très intéressant. Il dit, il a déjà lu quelque part que les ateliers du marché secondaire devraient se spécialiser dans certains modèles en particulier. Nous voyons de plus en plus de Volt et de Leaf. Est-ce qu'un atelier aurait intérêt à se spécialiser dans ces modèles spécifiques et en faire la promotion? Est-ce qu'il devrait devenir, comme on voit un petit peu dans le secteur de la correction, on en parlait un peu, de dire, moi, on fait de l'aluminium ou on n'en fait pas. Dans un marché où on est des généralistes, est-ce que de spécialiser des ateliers serait une solution? Écoutez, je vais vous donner un exemple que j'ai connu. Moi, je crois que c'était en 2008 avec Jean-Luc Soriol, que toute l'industrie connaît. On a donné à nos employés une formation très avancée sur les voitures hybrides. Et on avait même démonté des blocs piles. Donc, on était rendu loin dans notre diagnostic. Mais les employés, ce qu'ils m'ont reproché, Pierre, on a appris ça en 2008, puis on ne l'a pas encore utilisé aujourd'hui. La venue, mon garagiste proche de chez moi me disait que lui, il y a une quinzaine de véhicules électriques qui sont clients. Donc, puis comme les voitures entièrement électriques viennent d'apparaître, on en a depuis 7 ans, on n'aura pas encore, sont encore beaucoup entretenus par les concessionnaires parce qu'il y a des garanties sur les piles et il y a une rétention qui est un petit peu prolongée. Mais ça va finir par apparaître. Donc, moi, je vous dirais lentement mais sûrement, mais je pense qu'il y a 3 étapes au niveau des garagistes. On doit apprivoiser ces technologies-là, avoir des formations d'introduction, donc pour les réparer sécuritairement. Il y a 600 volts ou 400 volts dans certains véhicules avec des condenseurs très dangereux. Donc, on peut se blesser. C'est important de suivre ces formations-là. Il y a des formations plus pointues qui vont être offertes dans les prochains mois. Je vois aussi qu'il y a au niveau collégial, on a une attestation d'études en véhicules électriques qui vient d'apparaître à Rivière-du-Loup. Et Saint-Jérôme aussi, on a quelque chose de similaire.
il va avoir, ça va être important de faire l'inventaire des formations, revenir là-dessus, Oui. puis de former votre monde graduellement. Oui. Mais dites-vous là, que où vous y gagnez, c'est de continuer d'entretenir les voitures de votre clientèle, ne serait-ce que pour l'esthétique, le lavage, les pneus, Oui. les freins, suspension, direction. Oui. Déjà, vous avez un marché. Et la réparation des composantes, je n'ai pas d'expérience de vie. Moi, je regarde pour acheter un véhicule, mais j'ai hâte d'avoir les expériences parce que, vous savez, le garagiste qui me disait, j'ai 15 clients, il venait de réparer une voiture électrique qui n'a pas passé la barrière des nids de poules québécois. Donc, il y avait eu beaucoup de réparations. Ça va s'endommager, on va avoir des collisions. Il y a un marché qui est là, mais lentement puis sûrement. Mais tu sais, je reviens à la question de M. Bouchard. Bon, il y a des spécialistes de la voiture européenne, par exemple. Il y en a qui ne réparent que tel type de... Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de volume à un moment donné pour dire, bon, ben moi, je vais me spécialiser, je vais former mes gens, je vais aller chercher les équipements, les certifications quand c'est nécessaire pour certains types de véhicules. Est-ce que ça va valoir la peine de dire, voici un créneau? Oui, dans 10 ans. Voyez-vous peut-être qu'on va atteindre le 100 000 véhicules. 100 000 sur le parc complet de plusieurs millions de véhicules, c'est pas beaucoup de pourcents. Oui. Mais 25 clients dans l'année ou 30 clients dans l'année, ça a un certain pouvoir d'achat chez vous. Oui. Donc, on ne doit pas y aller nécessairement en nombre, mais en regardant le pouvoir d'achat. Puis en se disant aussi que la voiture électrique est possiblement la deuxième voiture du couple, ou peu importe, la famille. Et ça m'amène les enfants. Puis, vous savez, là, j'ai vu récemment, on disait, avec les voitures vont disparaître. Une voiture vendue en 2018, ça va être 15 ans sur la route. Oui. Donc, ce qu'on vend aujourd'hui, là, on en a pour 15 ans à aller voir ces véhicules-là. Puis les jeunes, dans 15 ans, vont avoir encore besoin d'un permis de conduire. Puis je ne suis pas encore rendu à penser à voiture autonome au Québec parce que, vous savez, le commandant Piché, quand il a posé son avion sur l'île, s'il avait confié la pose de l'avion aux îles des Accords à l'ordinateur, je ne suis pas certain qu'il serait rendu. Les 3 virages qu'il a fait avant pour réduire sa vitesse, je ne pense pas que c'était prévu dans les ordinateurs. Il y a un humain qui a pensé à ça. On va avoir encore besoin des conducteurs sur la route. Oui. Puis d'autant plus que l'actualité, hier, là, je pense qu'il y a une voiture autonome là, qui a malheureusement fauché un piéton. C'est Uber aux États-Unis qui a décidé de retirer son programme là, ces essais qu'il faisait avec les voitures autonomes suite à ce décès-là. Puis je nie pas le fait que la technologie nous amène là, que ça s'en vient. Et je ne suis pas là pour dire, bien, regardez, il y a eu un accident, on arrête tout. Si on avait arrêté tout, au moindre accident, on ne prendrait pas l'avion, on n'aurait pas inventé l'aviation. La technologie de système d'apport, c'est excellent. Comme le système de freinage en cité d'urgence, c'est merveilleux. Mais si vous avez un système, comme chez nous, c'est l'hiver qui est le principal problème. Je conduisais un véhicule avec un régulateur adaptatif de vitesse, puis il ne fonctionne pas quand il y a de la neige par choc avant. Donc, moi, récemment, dans une pente très abrupte, pour éviter une voiture qui avait perdu le contrôle, j'ai traversé dans la voie de gauche parce que le sel avait été pendu dans la voie de gauche. J'ai pu freiner puis pas avoir d'accident, mais je ne suis pas certain que la programmation d'un véhicule autonome m'aurait dit « va-t'en dans le sens contraire de la circulation ». Absolument. Comprenez-vous? Oui, tout à fait. On va rester encore longtemps avec des voitures avec un volant, puis on va être assis longtemps encore en arrière du volant. Oui. Puis il y a une question, puis j'ose pas la poser parce que on pourrait en parler pendant des heures. C'est toute l'arrivée de ces technologies-là sur le marché secondaire. Les remplacements de caméras de recul, les détecteurs, les radars, Écoute, un pare-brise est rendu avec des caméras laser pour justement les freinages assistés d'urgence ou des lasers, donc, et aussi des radars, donc dans le pare-choc. Donc, pour être à jour, il faut se former à tous les jours. Moi, ce que je retiens le plus de participer aujourd'hui, c'est que j'ai quitté mon travail il y a 12 mois, mais la passion, ça ne prend pas de retraite. Puis je suis estomaqué de voir les changements, ne serait-ce que pour les véhicules électriques, que j'ai constaté. Tu le sais, je me suis remis à jour le nombre de bornes de recharge. On est presque à 40 véhicules électriques branchables ou entièrement électriques au niveau des modèles. La liste s'allonge et ça se fait rapidement. Donc, tenons-nous informés, formons nos équipes, puis ça prend des investissements, malheureusement. Exact. Écoutez, on a fait le tour des questions. Je mettrai fin à la présentation. Je tiens à vous remercier, Pierre. Merci beaucoup, Pierre. C'était un plaisir de vous rencontrer. Ça m'a fait plaisir. Je remercie Antoine aussi, Émilie, au support technique là, qui a réussi à mettre en ligne cette première version de nos webinaires. Puis je vous remercie énormément d'avoir participé.